Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très brièvement, pour vous dire d'abord la bienvenue dans l'enceinte de l'Assemblée nationale pour ce séminaire « La décroissance contre l'austérité ». Qui est co-organisé par Alter Capitae. Gabriel doit être dans les escaliers. L'Institut Momentum, je vois Agnès qui est là et Yves Cochet aussi qui est présent. La maison commune de la décroissance, donc vous avez Michel Lepezan qui est là et Fleur Bertrand-Montambeau qui est là-bas, et l'Observatoire de la post-croissance et de la décroissance avec Vincent Liéget qui est là. Vous dire que ce séminaire, en fait, nous l'avions conçu au mois d'avril, donc avant la dissolution de l'Assemblée nationale et avant que la question de la dette et des déficits, qui était déjà un sujet très présent dans le débat public, prenne une telle centralité en fait dans le débat sur les choix politiques que le pays doit faire, dans un débat qui nous semblait déjà donc au printemps dernier être abordé dans les mêmes termes que si on était à la fin des années 70 et 80, alors que le monde a profondément changé en termes de situation physique, géostratégique et de situation sociale. Quelques infos techniques avant de passer le relais à Vincent et pour accueillir Olivier de Scutter. La première, c'est que le séminaire est diffusé en direct. On avait environ 600 inscrits, donc il ne se limite pas, et je salue celles et ceux qui sont connectés, et ensuite qu'on va pouvoir discuter, échanger, partager, réfléchir ensemble dans de bonnes conditions de travail. On s'arrêtera vers 12h30 pour aller déjeuner ensemble et on pourra laisser les affaires dans la salle. La retransmission visio implique que pour la partie échange et discussion, ce sera important que chacun attende d'avoir un micro pour s'exprimer afin que tout le monde puisse entendre. Et puis il y a aussi une captation qui est faite par François Nicolas, qu'on remercie de son aide. Et enfin, on publiera des actes de ce séminaire. Donc tout est enregistré et sera retranscrit. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors c'était Delphine Bateau pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore, et que l'on remercie en tant qu'élu des Deux-Sèvres de nous accueillir dans cette belle institution qu'est l'Assemblée nationale et qui souffre beaucoup d'absence de débat d'idées. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui autour de la décroissance. J'ai l'honneur d'ouvrir et de présenter Olivier de Schutter, que je connais depuis une quinzaine d'années. J'avais découvert ses travaux remarquables à l'époque où tu étais rapporteur pour les Nations Unies sur les enjeux de l'alimentation de 2008 à 2014, si je ne dis pas de bêtises. Et tu es professeur de droit international, je ne veux pas dire de bêtises, à l'université de Louvain-la-Neuve et aussi à Sciences Po Paris juste à côté. Tu es l'auteur d'un livre remarquable, Changer de boussole, la croissance ne vaincra pas la pauvreté, ce qui t'amène sur ton poste honorifique, non rémunéré mais très important actuel, de rapporteur de nouveau pour les Nations Unies autour des enjeux de la grande pauvreté. Tu vas partager avec nous ces réflexions qui sont aussi alimentées de consultations et de discussions avec nos amis des Sud globaux. Donc Olivier de Schutter, merci de nous faire l'honneur d'être là avec nous ce matin. La parole est à toi pour une présentation d'une demi-heure environ, et on aura ensuite un temps d'échange avec Olivier. Parfait, merci beaucoup Vincent pour ce généreux accueil, et merci à Delphine Bateau pour l'hospitalité de l'Assemblée nationale et pour encourager cette discussion. Alors je vais effectivement pendant quelques minutes tenter d'introduire la question telle que je la vois de la décroissance et de la lutte contre la pauvreté, pour une raison très simple, c'est que je suis régulièrement confronté à la réponse quand je prône des solutions fondées sur
la décroissance, l'abandon du fétichisme du PIB, à l'argument que il faut bien tout de même combattre la pauvreté et on a besoin de croissance pour combattre la pauvreté. Et j'ai voulu, dans mon mandat de rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté et les droits humains, prendre à bras le corps cette question et examiner si vraiment on pouvait imaginer une manière de lutter contre la pauvreté sans passer par la case augmentation du PIB compte tenu de tous les effets problématiques qui résultent de la focalisation sur cet indicateur et sur cet objectif précondition pour affronter toute une série de défis sociétaux selon une série d'interlocuteurs. Et il en est résulté ce rapport que j'ai présenté en juillet au Conseil des droits de l'homme. Il existe en version française, la version originelle est en anglais. Et c'est un rapport qui s'inscrit dans un débat aux Nations Unies sur qu'est-ce qu'on va faire en 2030 à l'expiration des objectifs de développement durable pour la négociation de nouveaux objectifs de développement pour la période 2030-2045. À New York vient de se réunir le sommet pour l'avenir, qui a adopté un pacte pour l'avenir, et on aura des réunions internationales de même type en 2025, et avec un certain nombre d'ONG, de syndicats, de groupes de recherche, de think tanks académiques et de gouvernements et d'agences internationales, nous essayons de mettre en avant des solutions fondées sur la post-croissance pour que les objectifs de développement 2030-2045 ne fassent plus référence à la croissance comme point de passage obligé pour satisfaire les attentes des populations. Et je voudrais, avec beaucoup d'humilité, en présence de Vincent Liéger, de Yves Cochet, de Timothée Paric, de Michel Lepezan, beaucoup de personnes dont je m'inspire des travaux et pour qui j'ai immensément de respect et d'admiration. Je voudrais en toute humilité donc essayer de faire passer 6 messages qui sont le résultat de ces consultations que j'ai conduites pour préparer ce rapport. Ces rapports ne sont pas développés en chambre, ils sont le résultat de très nombreuses consultations qui se sont déroulées sur une période d'1 an. Elles vont continuer. Et le premier message, c'est que nous sommes encore pris dans le piège de croire que l'augmentation du PIB est la condition de possibilité de la réduction de la pauvreté. Et comme une image, fût-elle simpliste, et parfois beaucoup plus explicite que de longs discours, je voudrais tout de même rappeler que la conception de la lutte contre la pauvreté qui domine aux Nations Unies est une conception ex post compensatoire. En gros, on tolère du marché qu'il crée des inégalités et de l'exclusion et on veut compenser cela par des politiques sociales qui définissent ce qu'on appelle en France l'État-providence. Donc, lutter contre la pauvreté, dans l'esprit de beaucoup de gouvernements, c'est créer de la richesse, taxer ensuite les entreprises et les ménages les plus aisés pour financer les services publics et la protection sociale. C'est cette séquence en 3 temps qui définit principalement la lutte contre la pauvreté aujourd'hui. Et évidemment, dans une démarche, je dirais, qui relève du keynésianisme d'après-guerre, le maintien du pouvoir d'achat ou le soutien au pouvoir d'achat des ménages grâce à ces politiques de redistribution sociale permet de faire tourner la machine et de contribuer à la croissance dans ce qui est le cercle vertueux que Jean Fourassier appelait celui des 30 glorieuses. Ce modèle est à bout de souffle. Il est à bout de souffle d'abord parce que les États ne sont plus en mesure de vraiment opérer cette redistribution de manière efficace. La concurrence fiscale qu'ils se livrent et leur obsession d'être compétitifs dans un monde globalisé explique qu'il est de plus en plus difficile de maintenir des fiscalités progressives vu le chantage aux délocalisations que les États subissent. Par ailleurs, la machine de redistribution est grippée à bien des égards, notamment parce que les politiques sociales qui sont mises sur pied ne bénéficient pas toujours comme il le faudrait aux ménages en précarité. J'ai consacré un rapport à la question du non-recours aux droits en matière de protection sociale. Beaucoup de ménages qui auraient le plus besoin d'être aidés, en fait, affrontent de plus en plus d'obstacles. Et ils affrontent d'autant plus d'obstacles à exercer leurs droits sociaux, à obtenir les allocations qui sont censées les aider,
qu'on se méfie de la fraude, on cible de manière de plus en plus étroite, on multiplie les obstacles administratifs et on est dans une situation finalement où l'efficacité du système de protection sociale n'est plus garantie. En outre, cette approche de la lutte contre la pauvreté classique, traditionnelle, l'approche compensatoire, soumet les États à un chantage permanent. Ils sont obligés, en fait, de favoriser des politiques qui protègent les entreprises d'être trop contraintes dans leur pouvoir de se développer, parce que les entreprises, qui sont évidemment les championnes des économies d'échelle, des chaînes mondiales d'approvisionnement et de la production de masse pour favoriser la consommation de masse, les entreprises peuvent en permanence exercer sur les gouvernements un chantage. Si vous nous régulez trop, si vous imposez une fiscalité trop lourde sur nos bénéfices, eh bien, nous opérerons ailleurs, ou bien, pire encore, nous réduirons les emplois que nous créons. Et donc, il y a cette espèce de duopole État-entreprise qui place les États en situation de faiblesse. Alors, le rapport que j'ai présenté aux Nations Unies souligne aussi que du point de vue du bien-être, du point de vue de la satisfaction dans la vie, l'augmentation du PIB, qui devrait en principe permettre d'améliorer les conditions de vie, est largement annulée par la persistance, voire même la croissance des inégalités. Et vous le savez mieux que moi, vous êtes dans cette salle parce que vous êtes déjà des convaincus de la cause, bien informés. Vous le savez, les sondages montrent que les gens sont beaucoup plus attachés à leur position dans l'échelle sociale qui résulte de la comparaison qu'ils font entre leur situation et celle de leurs voisins, de leur belle famille, etc., qu'ils ne sont sensibles aux privations matérielles extrêmes. Ou pour dire les choses autrement, une fois que les besoins sociaux essentiels sont satisfaits, ce à quoi on est attentif, c'est surtout son positionnement sur une échelle sociale qui, si elle s'étend, fait subir aux individus le risque de déclassement qui est une source d'angoisse psychologique. En outre, si vous voulez, la pauvreté aujourd'hui, c'est pas seulement la privation matérielle extrême, bien que beaucoup de familles, j'en suis bien entendu conscient, comme rapporteur spécial sur la pauvreté, en souffrent, mais c'est aussi l'incapacité de rivaliser avec des modes de consommation qui sont les modes de consommation des plus riches dans la société. Et à mesure qu'une société augmente la richesse moyenne, le PIB par personne, au fond, les attentes sociales s'élèvent, le drapeau qui signale la fin de la course s'éloigne, un peu comme l'horizon ne cesse de s'éloigner quand on s'en approche, et finalement, l'insatisfaction demeure. On est donc dans cette espèce de course permanente à la consommation mimétique que vous connaissez et qui crée cette insatisfaction permanente. Et donc, le rapport, à la fois très modeste dans ce qu'il apporte de neuf et à la fois très ambitieux dans ce qu'il propose, dit il faut lutter autrement contre la pauvreté, sortir d'une démarche compensatoire post-hoc et aller vers une démarche ex ante qui crée une économie beaucoup plus inclusive et qui réduisent la production des inégalités de la pauvreté par les mécanismes du marché pour éviter de devoir constamment booster la machine économique afin d'opérer cette redistribution. Alors, le deuxième message du rapport, c'est que la focalisation sur le PIB est devenue contre-productive et que nous sommes arrivés à un stade où les inconvénients qui résultent du fait qu'on se focalise sur le PIB l'emportent sur les avantages. Là encore, ce n'est pas très neuf. Vous connaissez les travaux pionniers de Herman Daly dans les années 1970, et il avait déjà souligné ce point. En fait, dans les années 1970, sont venus se faire entendre du grand public les premières alertes sur, je dirais, que dire, la futilité, la toxicité de la quête de la croissance infinie. Évidemment, les chercheuses du MIT, à la demande du Club de Rome, avec l'ouvrage Halte à la croissance, The Limits to Growth, mais aussi Tibor Skitowski, qui publie en 1974 son ouvrage The Joyless Economy, l'économie sans joie, qui nous dit en substance ce qu'on recherche dans la vie, c'est pas tellement un confort qui très vite fait qu'on s'ennuie quand tous les besoins sont satisfaits,
mais une sorte de stimulation permanente par des expériences nouvelles qui nous permettent d'avoir cette espèce de kick, de dash, de dose de dopamine qu'on obtient quand on a une expérience nouvelle. Et donc, dans cet ouvrage, qui est un des premiers ouvrages d'économie qui se fonde sur la psychologie expérimentale et sur les neurosciences, il nous dit, le problème de la croissance, c'est qu'on voudra toujours plus et on ne sera jamais satisfait de ce qu'on a parce qu'on a besoin constamment de faire tourner ce circuit de la récompense profondément addictif. Thèse qui maintenant est renforcée par les avancées des neurosciences, notamment dans les travaux de Robert Lustig. Et puis il y a en 1976 ce merveilleux économiste trop tôt disparu, Fred Hirsch, qui publie Les limites sociales de la croissance et qui nous dit, à mesure qu'une société se développe, la part de biens positionnels dans la consommation augmente, des biens qui ne sont intéressants pour celle qui les possède que parce qu'ils permettent de se classer par rapport aux autres. Et donc, quand l'accès à ces biens se démocratise, ils ont beaucoup moins de valeur. Pensez à la voiture individuelle, pensez aux diplômes universitaires complémentaires, pensez à tous les biens de consommation ostentatoires qui ne sont intéressants en réalité, non pas parce qu'ils remplissent des besoins fondamentaux, mais parce qu'ils permettent de se situer par rapport aux autres. Et donc, ces auteurs nous disaient déjà il y a 50 ans, en fait, que c'était illusoire de croire qu'on pourrait arriver au bonheur, au contentement, grâce simplement à la croissance. Et ce que les travaux d'Herman Daly montrent, c'est que, à mesure que une société se développe, les impacts environnementaux augmentent, et par ailleurs, l'utilité marginale que l'individu tire d'une consommation plus grande décroît. À un moment donné, les courbes se croisent, c'est ce que nous dit Herman Daly, les effets négatifs finissent par l'emporter sur les bienfaits de la croissance, et c'est ce point-là que nous avons, je crois, franchi depuis longtemps dans les pays riches. Ceci explique d'ailleurs que les études sur les troubles de santé mentale, dépression, anxiété, tentative de suicide, montrent qu'à mesure qu'une société devient plus riche, les taux de dépression, d'anxiété, de burn-out augmentent. Je publie dans les jours qui viennent, pour présenter cela dans quelques semaines à l'Assemblée générale des Nations Unies, un rapport qui s'appelle « L'économie du burn-out », où j'ai travaillé avec l'OMS, notamment des scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé, sur les causes de la dépression et de l'anxiété. Eh bien, la quête de croissance fait partie de ces causes, pour une série de raisons que le rapport tente d'expliciter. Le fait que dans des sociétés riches, on voit exploser les phénomènes de burn-out, de dépression, d'anxiété, tient au fait notamment, c'est ce que montre cette recherche de Richard Leighté, que dans ces sociétés, la concurrence entre les individus est forte, le capital social, au sens de Robert Putnam, se rétrécit, on ne peut plus compter sur les liens de solidarité avec les autres, on est de plus en plus isolé, et on craint en plus le jugement porté sur soi par les autres, et l'on craint le déclassement dans une société où on est jugé chaque fois sur sa performance. Et donc la pression qui résulte de besoin d'optimiser ses performances pour rester dans la course crée cette dépression, cette anxiété. Alors, on est donc dans une situation où la quête de la pauvreté, de la croissance est devenue contre-productive. Et les travaux de Anne Case et Angus Deaton, qui ont publié ce livre traduit maintenant en français, je crois chez Fayard en 2021, mais je me trompe peut-être sur l'éditeur, Les morts de désespoir, Deaths from Despair. Angus Deaton, prix Nobel d'économie, spécialiste en santé publique, Anne Case, ont montré que pour un groupe de la population aux États-Unis, les travailleurs faiblement qualifiés blancs, l'espérance de vie déclinait. Incroyable, on n'avait jamais vu ça. Et pourtant, une catégorie de la population aux États-Unis se sent tellement déclassée, redondante, menacée par la mondialisation et la robotisation, victime ou menacée par le chômage, que, en masse, on abuse d'alcool, on devient complètement addict aux opioïdes, on commet des suicides et l'espérance de vie décline. Elle décline chez ces travailleurs blancs faiblement diplômés beaucoup plus que chez les Afro-Américains, d'autres groupes ethniques, et beaucoup plus que chez les
personnes plus diplômées, qui ont un diplôme universitaire, parce que c'est ce groupe-là qui est fragilisé par cette quête permanente d'efficience, de performance qui caractérise notre culte de l'augmentation du PIB. Cela rejoint ce diagnostic que je soulignais à l'instant. Ma troisième thèse, mais ici je vais me permettre d'être très succinct compte tenu de l'audience devant laquelle je m'exprime, c'est qu'on ne peut plus augmenter le PIB tout en réduisant l'empreinte environnementale. Aux Nations Unies, beaucoup entretiennent encore le mythe de la croissance verte. C'est ce qu'on entend depuis la conférence, le sommet de Rio sur la Terre de 1992. Nous savons aujourd'hui que ce découplage absolu est un mythe. Si on veut bien replacer les rapports entre les ménages et les entreprises dans les écosystèmes où on puise des ressources et où on écoule nos déchets, nos pollutions, on constate qu'on vit effectivement à crédit et qu'on ne peut plus continuer comme cela. Alors, les études les plus récentes sur cette question nous viennent notamment de Jason Hickel et Joachim Vogel, qui ont tenté de faire le point en 2023 sur ce débat sur la croissance verte, le découplage absolu entre augmentation du PIB et réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'ils constatent, c'est que dans certains pays riches, pendant une certaine période, on a réussi à augmenter le PIB tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut faire deux remarques là-dessus. La première remarque, et ce graphique est celui qui présente, c'est que même si ces pays poursuivent sur leur trajectoire de découplage de la croissance du PIB et des émissions de gaz à effet de serre, en poursuivant sur ces trajectoires business as usual rouge, ils sont très en deçà des objectifs que l'accord de Paris de décembre 2015 fixe, tenu compte des engagements des pays riches à réduire leurs émissions pour permettre aux pays pauvres de poursuivre leur propre trajectoire de développement. En d'autres mots, si on tient compte des considérations d'équité, il faudrait un découplage beaucoup plus fort pour éviter de faire exploser la planète dans des conditions équitées entre le Nord et le Sud. Deuxièmement, et surtout, ce découplage absolu n'a concerné que quelques pays riches dont les émissions par personne sont extrêmement élevées, de l'ordre de 9 ou 10 tonnes par personne et par an d'équivalent dioxyde de carbone en émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ce n'est pas généralisable ce que certains pays industrialisés ont réussi à faire. Et puis, troisièmement, et c'est sans doute la réserve la plus importante, c'est que ceci ne concerne que les émissions de gaz à effet de serre et pas l'érosion de la biodiversité, pas l'extraction de ressources non renouvelables, pas les autres pollutions, déchets qui ne sont pas absorbables par les écosystèmes. Et donc, il est très dangereux aujourd'hui de parler des crises environnementales en se focalisant exclusivement sur le changement climatique et sur les émissions de gaz à effet de serre, parce que le découplage absolu, si on veut une vraie croissance verte, ça doit concerner l'empreinte environnementale dans son entièreté pour répondre à toutes ces crises environnementales ensemble. Le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le dit d'ailleurs, bien qu'il constate qu'un certain découplage entre croissance du PIB d'une part et émissions de gaz à effet de serre d'autre part se fasse jour dans certains pays riches, ceci n'est pas du tout suffisant pour rencontrer les objectifs de l'accord de Paris visant à éviter le dérèglement climatique. La croissance verte est un mythe. Quatrième message, c'est que, et c'est là-dessus que mon rapport est peut-être le plus détaillé, c'est que la focalisation sur le PIB amène des choix politiques, macroéconomiques, fiscaux, de développement de certaines infrastructures et de certaines technologies qui, en fait, sont contre-productifs, créant l'exclusion même à laquelle il s'agissait de répondre par la croissance du PIB. Je ne peux pas vraiment aller dans les détails, je vous renvoie au rapport pour davantage de détails, mais je dirais simplement que
ce diagnostic rejoint celui que, chose étonnante, l'OCDE fait dans une publication de 2020, où ils disent les progrès attendus d'une hausse du PIB, et je cite, peuvent souvent être compromis par la manière dont cette augmentation du PIB est générée, en particulier pour les personnes à faible revenu, ayant un travail plus précaire, et lorsque la consommation privée est privilégiée par rapport à la fourniture de biens publics. En d'autres mots, ce graphique est peut-être le plus... Enfin, cette image, mince. J'ai cliqué sur le... Non. Voilà. En d'autres mots, l'augmentation du PIB, par laquelle l'on prétend augmenter les salaires, financer les services publics, la protection sociale, créer des emplois et financer des mesures environnementales, par exemple l'investissement dans les infrastructures de transport en commun, les énergies vertes ou l'isolation des bâtiments, cette augmentation du PIB, on la poursuit par des mesures qui incluent la précarisation du travail, la flexibilisation de l'emploi, la libéralisation du commerce et de l'investissement, le développement technologique qui augmente la productivité au travail, mais donc contribue au chômage de masse et surtout sont généralement très énergivores, qui sont en fait contre-productives. En d'autres mots, on risque de perdre de vue les fins par une focalisation sur le moyen de la croissance du PIB, poursuivie par des politiques qui aboutissent à des effets contre-productifs. Le rapport ne pouvait pas s'en tenir à ce constat, à ce diagnostic. Il devait aussi répondre à la question qu'il se posait, au défi qu'il se lançait. Est-ce qu'on peut faire autrement pour lutter contre la pauvreté? Et la réponse est oui, sur base des consultations conduites pendant une année avec des ONG, des syndicats, des experts académiques, des gouvernements, des agences internationales. Le rapport met en avant toute une série de recommandations sur comment peut-on faire autrement. Et la priorité devrait être, à mes yeux, de travailler bien davantage sur la réduction des inégalités pour éviter que la quête de croissance, l'obsession de l'augmentation du PIB se paye d'une augmentation des inégalités. Et je le souligne d'autant plus ce point que nous avons besoin de former des alliances entre les personnes qui s'occupent des crises environnementales, les ONG environnementales en particulier, les organisations de lutte contre la pauvreté, les syndicats qui défendent les droits des travailleurs et travailleuses. Et c'est à condition de faire de la lutte contre les inégalités, je dirais, le dénominateur commun, que l'on peut former une alliance progressiste qui permette d'aller dans ces directions. Et il y a au moins 4 liens entre réduction des inégalités et transformation écologique que je voudrais souligner. Le premier lien, c'est que quand vous avez une forte inégalité, c'est la demande exprimée par les plus riches dans la société qui va commander l'usage qu'on fait des ressources rares à notre disposition. La machine économique, si vous voulez, va produire je caricature, mais je me fais comprendre, j'espère ainsi, va produire des jets privés, des voitures super puissantes, des villas 4 façades avec piscine, etc., pour satisfaire la demande des plus riches, alors même que les besoins essentiels des ménages en précarité ne sont pas satisfaits. C'est très inefficient comme manière d'utiliser nos ressources. Et donc, si on veut une machine économique qui soit véritablement outillée pour répondre aux attentes sociales, aux attentes de bien-être, il faut réduire les inégalités parce que l'essentiel des choix de production faits par la machine économique dépendent de la demande exprimée par le pouvoir d'achat des plus riches. Les marchés ne répondent pas aux besoins, les marchés répondent à la demande exprimée en pouvoir d'achat. Deuxième point, c'est que on a, en raison de l'extraordinaire concentration des richesses entre les mains des privilégiés, des bulles financières qui se forment et qui vont conduire à des investissements extrêmement toxiques pour la transition écologique. On estime que l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre résultant de la concentration des richesses entre les mains des 1% les plus riches viennent de leur choix d'investissement. Ils n'ont pas besoin d'investir dans l'économie réelle et
ils peuvent laisser leur épargne aller vers des investissements qui sont extrêmement problématiques pour cette transition écologique. Troisièmement, quand on a des inégalités très fortes, les modes de vie des plus riches sont présentés comme désirables par le reste de la population. Ils donnent, si vous voulez, le modèle auquel chacun aspire. Ce n'est pas seulement vrai dans les pays riches. C'est vrai de plus en plus dans des pays où le niveau de revenu a augmenté suffisamment aujourd'hui pour que on puisse aspirer au mode de vie occidental, y compris des plus privilégiés. Je veux dire, en Inde, en Chine, aux Philippines, en Égypte, aujourd'hui, les ménages aspirent à un mode de vie qui est celui totalement insoutenable du français, de la française moyenne. Et donc, ça devient un vrai problème. Et puis, dernièrement, c'est que plus la richesse est concentrée entre les mains d'un petit nombre d'acteurs très influents dans l'économie, plus ils convertissent cela en influence politique. Et les travaux de Joe Stiglitz dans son ouvrage sur le prix de l'inégalité, de Robert Reich, qui a beaucoup publié aussi sur les inégalités, etc., les travaux, évidemment, en France de Thomas Piketty le montrent, comment la concentration de richesses fait que les réformes que la situation appelle sont difficiles à faire passer compte tenu du droit de veto politique de facto que ces acteurs économiques puissants s'arrogent. Donc, le rapport présente des alternatives. Au-delà de ce chapeau, la lutte contre les inégalités, il fait plusieurs propositions concernant la fiscalité, le travail et la consommation. En matière de fiscalité, très clairement, il faut financer les services publics, la protection sociale. Moi, je suis un grand défenseur de l'État social, de l'État-providence, évidemment, mais autrement qu'en pariant sur une croissance à 2,5% par an, on croit rêver. Il faut faire glisser la fiscalité sur la richesse, le patrimoine, les actifs financiers et immobiliers. Il est sidérant de voir que dans beaucoup de pays de l'OCDE, il n'y a pas d'impôt sur les successions. Et quand il y a un impôt sur les successions, il est très bas ou très facile à contourner. Or, c'est la meilleure façon, croyez-moi, de briser les cercles qui perpétuent la pauvreté d'une génération à l'autre. J'ai fait un rapport aux Nations Unies sur ce point précis. Il faut aussi avoir une fiscalité qui taxe les maux de l'économie, énergie fossile, publicité, tabac, alcool, etc., et qui permettent d'ailleurs de subventionner les pratiques les plus vertueuses. Dans le travail, le rapport explique pourquoi l'économie sociale et solidaire devrait être soutenue davantage, pour que une part de plus en plus grande du système économique ne vise pas par priorité à augmenter les profits des actionnaires, mais à satisfaire d'autres objectifs. Il faut, je crois, renforcer la démocratie dans l'entreprise. Une fois que les travailleurs et travailleuses auront un pouvoir de co-décider sur les orientations stratégiques de l'entreprise, je crois que les entreprises seront moins attentives aux attentes court-termistes des actionnaires et de rendement de leur investissement, et plus attentifs aux impacts sur la société de ce qui est produit et des conditions dans lesquelles c'est produit. J'ai fait un autre rapport pour les Nations Unies sur les travailleurs et travailleuses pauvres, la pauvreté dans le travail, et je trouve sidérant que l'on ait aujourd'hui des salaires, d'ailleurs une grille de salaire extrêmement inégale dans la société, où parfois les métiers les plus nuisibles, les plus toxiques de traders ou d'agents publicitaires ou de conseillers fiscaux sont bien mieux rémunérés que ce que l'instituteur, l'institutrice enseigne à mes enfants ou du travail des infirmiers, infirmières ou des médecins. Et donc, alignons le montant des salaires sur l'utilité sociale des métiers, ce serait révolutionnaire et ce serait hyper important. Et ce serait de nature à non seulement favoriser la justice sociale, mais aussi la transition écologique. Et enfin, au niveau de la consommation, on parle ici sans tabou. Il faut vraiment décourager la consommation toxique et commençons par travailler sur
la publicité pour les produits de luxe en particulier et sur la lutte contre l'obsolescence planifiée. Mon dernier message, sixième message, pardon d'être aussi long, c'est que dans mes consultations, 2 questions sont revenues constamment dans les débats. Et c'est le travail intellectuel des mois qui viennent pour préparer 2030, si vous voulez, que de répondre à ces 2 questions. La première, c'est celle de la dette publique. Et c'est vrai du Sud, évidemment, mais c'est vrai aussi du Nord. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, 3,2 milliards de personnes, plus d'un tiers de l'humanité, 40% de la population mondiale, vit dans des pays pour qui le service de la dette est plus cher que ce qu'ils investissent dans la santé ou l'éducation. C'est extrêmement problématique. Parce que sans croissance, me disent-ils, ces gouvernements, on ne peut pas rembourser la dette. Et en plus, pour rembourser la dette, il faut développer l'économie pour que celle-ci soit compétitive à l'export, parce qu'on rembourse évidemment en dollars, ou plus rarement en euros, ou en yens, ou en renminbi. Mais en tout cas, on doit exporter pour rembourser. Et donc c'est très problématique, ça oriente les économies vers l'inverse de ce qu'il faudrait, la relocalisation, la souveraineté, dans mon sens, et pas dans le sens où il est parfois utilisé le terme. Mais donc, le problème de la dette est un vrai obstacle, et il faut donc désendetter les pays par d'autres mesures que l'austérité, en ayant une fiscalité conçue différemment pour accompagner la transformation écologique. Ce défi, c'est ainsi que je le formule, ça ne veut pas dire que j'ai toutes les réponses, mais c'est le défi que je nous lance collectivement. Et puis, deuxième retour qui m'est donné, c'est que, évidemment, les pays sont dans des situations très différentes les uns des autres. Si on prend le schéma que Kate Raworth a popularisé, les limites planétaires à l'extérieur de ce donut et les besoins sociaux à l'intérieur, on peut classer les pays en fonction de comment ils se positionnent par rapport à ce schéma. Les États-Unis, par exemple, satisfont une grande part des besoins sociaux de la population, quoiqu'au prix d'une inégalité très forte, mais ils ont une empreinte environnementale qui les conduit à exploser toutes les limites planétaires. Le Royaume-Uni, dans une moindre mesure, est aussi dans cette situation. La Chine ne fait guère mieux. Et on a des pays qui sont tellement pauvres qu'ils n'excèdent aucune limite planétaire, mais ils n'arrivent pas à satisfaire les besoins de la population. C'est le cas du Malawi, par exemple, sur ce schéma. Alors, on peut classer les pays comme ça, et ce graphique, je le dois à Kate Raworth. Le défi, c'est évidemment de croître le bien-être, d'améliorer le bien-être, sans augmenter l'impact environnemental, donc de rester dans la partie supérieure à gauche de ce tableau. Et c'est ça le défi. Mais le tableau est intéressant surtout parce qu'il dit que les défis ne sont pas les mêmes pour le Canada, les États-Unis, l'Australie, qui ne le sont pour le Cameroun, l'Angola ou le Mali. Ça va ? Il faut... le défi est peut-être commun, mais les politiques requises aujourd'hui sont différentes de pays à pays. Et c'est cela qui fait toute la difficulté aujourd'hui d'opérer la transition, c'est que si on a des mesures qui correspondent à la nécessité pour les pays riches de ne plus devenir obèses et de réduire leur empreinte, ceci peut être avoir des impacts importants pour les pays du Sud qui dépendent de leurs exportations pour leur propre développement. Donc il faut, je le crois, progressivement développer les marchés locaux et régionaux et démondialiser, si vous voulez, les rapports économiques internationaux. Je vous remercie de votre attention. Je suis extrêmement touché de votre présence et de parler en présence de ces experts qui vont me succéder. Merci. Merci Olivier pour cette présentation très claire, très concise et très forte, d'autant plus qu'elle s'inspire aussi des consultations que tu as pu faire dans les Suds globaux qu'on oublie trop souvent en Europe. Je propose qu'on prenne une série de 3 questions et puis on passera à la table ronde suivante. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions ou des remarques déjà à ce stade à Olivier De Schutter, qui malheureusement doit nous quitter en fin de matinée puisque tu as d'autres obligations qui t'attendent à Bruxelles? S'il n'y a pas de questions, on peut passer à l'étape suivante. S'il vous plaît.
faut le micro. Voilà, ouais. Oui, bonjour, Guylaine Yerceau. Plusieurs casquettes et notamment trésorière de l'association des petits débrouillards, une éducation populaire par les sciences pour les sciences, et aussi vice-présidente de la plateforme RSE qui dépend du Premier ministre, et c'est un collectif, enfin plusieurs acteurs, dont les acteurs économiques, mais surtout le monde associatif, pas assez présent d'ailleurs, je fais un appel. Merci beaucoup. Vous avez fait allusion, alors excusez-moi d'être des fois peut-être un peu franco-française, mais quand même je vais faire allusion à l'Europe. Vous avez fait allusion à différents travaux qui ont été faits toutes ces dernières années sur la question des indicateurs et le PIB. En France, il y a eu la loi Evasas. Il y a eu beaucoup de réflexions, mais comment expliquez-vous justement, donc beaucoup d'économistes ont travaillé sur le sujet, vous y avez fait allusion, en France, à l'international et en Europe, puisqu'en Europe aussi on réfléchit à tous ces sujets. Comment expliquez-vous que finalement il n'y ait aucune prégnance, finalement, quand on présente les chiffres, on ne parle effectivement toujours que de PIB, et versus un peu dans le même esprit, je dirais aussi qu'on souffre aussi, qu'on ne parle, comme vous avez très justement dit, que du climat et que de la question GS. Donc on est toujours centré sur un focus et on oublie tout le reste. C'est bon, le monde est complexe, on le sait, mais c'est une difficulté pour la compréhension du monde pour toutes et tous. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose que tu répondes et puis on passera à la table ronde suivante. Oui, merci pour cette question qui me paraît vraiment importante. Je réponds, mais je vois qu'il y a une autre question qui va succéder. Je serai bref. D'autant plus que, avant de préparer mon rapport, j'ai envoyé un questionnaire aux 193 États membres des Nations Unies en leur posant une série de questions sur la question de la réduction de la pauvreté sans croissance. Et la très grande majorité des gouvernements ont répondu oui, on fait notre devoir parce on est en train de développer des indicateurs alternatifs de progrès. Et c'est une réponse qui ne peut pas nous satisfaire. Je pense que c'est important, je pense que ça ne suffit pas, et ça me fait penser à une conductrice qui, le pied sur la pédale, pardonnez-moi Timothée, j'emprunte une métaphore qui vient de toi, accélère, et son tableau de bord lui dit oui, vous accélérez, vous accélérez, vous accélérez. Il y a d'ailleurs une falaise que votre GPS indique, mais vous continuez à accélérer. Alors, à quoi bon un tableau de bord si on n'en tire pas les conséquences et qu'on ne freine pas sur la pédale? Et beaucoup de gouvernements me donnent cette impression, en fait. D'ailleurs, le pacte pour l'avenir qui a été adopté à New York il y a quelques jours est un appel aussi à développer des indicateurs au-delà du PIB, mais par ailleurs ne remet pas en cause le logiciel dominant de notre modèle de développement. Alors, pourquoi est-ce que ces indicateurs ne conduisent pas à ce qu'on appuie sur la pédale frein ou à ce qu'on décélère? Je crois que les indicateurs ne sont utiles que s'ils s'accompagnent de mesures ou d'un monitoring, d'un suivi imposant des contraintes que les gouvernements sont obligés de suivre. En matière d'émissions de gaz à effet de serre, le Haut Conseil pour le climat suit la trajectoire de la France, essaye avec plus ou moins de succès de se faire entendre. On a une commission semblable au Royaume-Uni, par exemple, qui a eu un impact sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre au Royaume-Uni. Mais donc, ces indicateurs n'ont de sens que s'il y a des conséquences politiques au fait qu'on n'améliore pas la performance année après année. Tant qu'il n'y a pas de conséquences politiques, les gouvernements ne vont pas changer simplement parce que j'allais presque dire, le secret d'un rapport publié dans l'indifférence générale, on donne un chiffre qui indique une performance insuffisante. Donc il faut se doter des moyens de contrôle, et il ne faut pas simplement avoir des chiffres, sinon ça ne va jamais percoler. Voilà, moi je pense qu'il faudrait une instance indépendante qui surveille que l'on aille vers un cap, on suive un cap différent, et que le gouvernement soit obligé de s'expliquer sur le pourquoi il ne respecte pas la feuille de route vers davantage de durabilité qu'il se fixe. Merci. On prend une autre et dernière question. François. Bonjour. Merci pour cette présentation vraiment très claire avec tous ces points. Moi, c'est juste sur une question de détail.
Vous dites à un moment qu'il y a certains pays, riches plutôt, qui réussissent à découpler au niveau de leur impact sur l'effet de serre. Et est-ce que ça prend en compte les importations et tous les impacts liés aux importations? Parce qu'il y a, c'est vrai que dans cette enfin, j'ai fait une thèse sur les analyses de cycle de vie, et ce à quoi je suis arrivé, c'est qu'en fait, on n'arrive pas bien à analyser des systèmes très très complexes avec énormément de choses peuvent se mettre sous le tapis en fait, parce qu'on peut pas analyser tout le système. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'en plus ça soit faux, quoi, en fait, à cause de ce qui est caché sous le tapis, quoi? Oui, alors il y a deux aspects dans la question. Merci beaucoup. La première, c'est que le graphique que j'ai présenté, qui vient de Joachim Vogel et Jason Hickel, prend bien en compte les émissions de gaz à effet de serre importées. Donc, évitant le risque que des fuites de carbone, je dirais, conduisent à un tableau trop optimiste de la situation. Mais comment est-ce que ceci est calculé? Comment est-ce que ces émissions importées qui résultent de notre consommation et pas seulement de ce qui est produit ou émis sur le territoire sont comptabilisées? Là, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas quelles sont les failles méthodologiques que les spécialistes pourraient repérer. Mais oui, c'est en principe les émissions liées à la consommation et pas seulement les émissions territoriales qui sont prises en compte. Merci Olivier de Schutter pour ce propos introductif très riche. On va passer à la première table ronde sur le thème la fabrique de l'austérité par le régime de la croissance, genèse, histoire et actualité de la dette. Et j'invite Élodie Vieille-Blanchard à venir modérer cette table ronde.